Yes. Oui. Yes. Oui. I'm out. J'abandonne. So it's Bon, can est-ce you- qu'on peut... Okay. Bon, Okay. Thank you. ok, merci. All right. 85. 85 000 $. We didn't On l'a get pas it. eu. We were very On y close. était presque. And I bid twice J'ai at renchéri 2 fois à 70 000 et à 80 000. On ne pouvait pas proposer plus. Aux enchères de Christie's, le petit carnet de Moleskine a été adjugé en quelques secondes. Le temps qu'il a fallu pour que le rêve de Dan Collins s'évapore. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. En fait, il s'agit d'un document très important et rare. Nous voulions le ramener en Nouvelle-Écosse. Il s'agit du carnet de bord du navire qui a récupéré les victimes du Titanic. Le directeur du musée maritime d'Halifax au Canada traque toutes les reliques du naufrage le plus célèbre de tous les temps. Le Titanic a coulé au large de la Nouvelle-Écosse et c'est d'ici que les secours sont partis. Le musée ne présentera pas le petit journal de bord des secours, mais les vitrines ont de quoi déplacer les foules. C'est un peu ça le problème de Dan Collins. Il doit parfois inciter les visiteurs à s'aventurer dans les autres salles. Mesdames et messieurs, la visite de l'exposition sur l'île de Sable va bientôt commencer. Si vous voulez bien me suivre, c'est par ici. Une petite exposition vaut à elle seule la visite du musée. Avec une carte marine, quelques photos et sa verve, Dan Collins embarque les visiteurs à la découverte d'un des plus étonnants cimetières de l'Atlantique. Il y a beaucoup d'épaves sur les rives de l'île car il y avait énormément d'échanges entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Les navires passaient le plus souvent tout près de l'île, sans compter les pêcheurs qui venaient dans la zone. Il y avait donc vraiment beaucoup de trafic dans une mer particulièrement périlleuse. Le danger avec l'île de Sable, ce n'était pas tant les rochers comme partout ailleurs, c'était plutôt le sable qui piégeait les bateaux. Un vrai tueur de navires. Beaucoup ont fini leur carrière ici, pris en tenaille, entre les bancs de sable et les vagues, qui les écrasaient comme de vulgaires coquilles de noix. This is the Beebe McClellan self-bailing lifeboat, and what's distinctive about it is if it goes sideways, it turns over and you're all dead in the surf. We actually have one, if you look right behind you, suspended above the gallery there, you see no shelter at all, right into the Sable Island. Dan Collins ne récite pas un texte bien appris. La grande histoire de Sable, il la réécrit tous les jours au gré des recherches qu'il mène depuis plus de 10 ans. Pas besoin d'aller très loin. Le musée entasse dans ses réserves tout un précieux bric-à-brac qui aura peut-être un jour la faveur d'une vitrine. Nous voici dans la réserve du musée. Et sur cette étagère, il y a des objets qui appartenaient à des navires échoués sur l'île de Sable. Tenez, cette belle horloge provient d'un bateau qui a fait naufrage près de l'île en 1905. Un navire anglais nommé le Lota. Cette horloge a été gardée par un des membres de l'équipe de secours. On peut distinguer les lettres L-O-T-A. Ils ont sauvé tout le monde à bord, puis ils ont gardé l'horloge comme un souvenir. Êtes-vous déjà allé à Sable, Dan ? Non, jamais. Comme la plupart des gens de Nouvelle-Écosse, je n'y suis allé que dans mon imagination. J'aimerais beaucoup m'y rendre. À vrai dire, pour les Canadiens et les gens de Nouvelle-Écosse, cette île n'existe qu'à travers les contes, les histoires, les légendes. C'est une île que très peu de personnes ont vue, mais elle vit dans notre imagination. Pour découvrir Sable, il faut un permis spécial, délivré par le ministère canadien de l'Environnement. Il faut aussi de bonnes raisons pour y aller, principalement scientifiques. Des moyens pour affréter un avion et une bonne dose de chance avec la météo. Sable est à 300 km au large d'Halifax. La chance, Dan Collins vient de la saisir. L'avion qui ravitaille l'île de Sable fait un aller-retour dans la journée. L'occasion est trop belle de sortir de la réserve, de refermer les livres et de prendre l'air. Au bout d'une demi-heure de vol, le ciel se transforme. Noyé dans un épais brouillard, l'île se cache quelque part en dessous. Un rideau opaque
la recouvre plus de 200 jours par an. Parfois, l'avion doit rebrousser chemin. Cette fois-ci, Sable est en vue. L'île est droit devant. Elle étire ses 44 km de sable vers l'est, comme un croissant de lune posé sur l'océan. On dirait un désert. Où est l'océan? Waouh, les premiers pas sur l'île de sable. Écoutez, on entend le rugissement des vagues. On ne peut pas les voir, mais on les entend. Dan sait qu'il faut repartir très vite. La météo annonce des orages. Dans 20 minutes, le ciel se refermera sur Sable. Une bonne surprise. À quelques pas de l'avion, la dernière tempête a rejeté un morceau d'épave. Dan a juste le temps de prendre 3 ou 4 clichés pour étudier l'origine de ce probable naufrage, avant de rejoindre Halifax, au plus vite. Depuis plus de 20 ans, Jerry dirige les rares avions qui se posent sur la plage, 1 ou 2 fois par mois. Sa petite distraction s'éloigne, le ronflement du bimoteur se perd déjà dans la rumeur de l'océan. Jerry est beaucoup plus que le chef d'escale ou le représentant sur l'île de l'État canadien. Son silence de bienvenue en dit long. Muni de toutes les autorisations, les rares visiteurs ont encore besoin d'un sésame, la confiance de Jerry. Le dernier verrou qui ouvre sur Sable. Un léger vertige accompagne les premiers pas sur l'île. Peut-être cette théorie qui affirme que le banc de sable dérive lentement sur l'océan. Mais pour entrer, il vaut mieux oublier tout ça et suivre Jerry. L'île se transforme constamment. Certaines personnes qui viennent ici pendant les tempêtes observent qu'il y a de l'érosion et en tirent des conclusions rapides. Or, plus on reste sur l'île, plus on s'aperçoit que d'autres phénomènes coexistent avec l'érosion. De nouvelles dunes se créent, par exemple. La seule chose que l'on sait avec certitude, c'est que l'île change. Certaines parties s'érodent, d'autres voient apparaître de nouvelles dunes. Et après quelques années, on voit des endroits érodés qui se reconstruisent une nouvelle fois. C'est juste un cycle naturel et on ne peut pas s'opposer à ça. Il faut juste aider la nature à continuer ce qu'elle fait. Si la nature a décidé que cela doit disparaître, on laisse disparaître. On ne peut pas la combattre. Vous voyez cette dune au loin, sans végétation? C'est une dune qui se déplace. Cette immense dune vient d'enterrer un cimetière. Le sable a recouvert les tombes et efface tous les jours toutes les traces des premiers occupants de l'île. On ne sait plus vraiment où, ici ou peut-être à 50 mètres de là, plusieurs maisons, une église même, se dressaient face à l'océan. En 1801, les naufrages étaient si nombreux sur l'île que les autorités de la Nouvelle-Écosse avaient établi une station de sauvetage. Plusieurs familles s'installèrent. La population de l'île a rapidement compté quelques dizaines de personnes. La petite communauté était coupée du monde.
Dans les années 50, les ravitaillements étaient parachutés. Aujourd'hui, l'avion suspend l'isolement de l'île 1 à 2 fois par mois. Jerry mène une drôle d'existence dont il avait tracé la trajectoire très tôt. Une vie qui le mène aujourd'hui à surveiller les passeurs de clandestins, les trafiquants de drogue ou à assister les naufragés. Mais à part ce voilier ou ce qu'il en reste, l'île n'en a plus connu depuis longtemps. Il y avait une annonce pour les gens qui voulaient travailler dans l'Arctique. J'étais intéressé, on m'a envoyé en formation, mais après 8 mois d'entraînement, toutes les stations de l'Arctique ont fermé. Et on nous a proposé d'autres affectations. Je me suis retrouvé ici. Mon contrat ne devait durer que 3 mois et ça fait 20 ans. Aujourd'hui, la base a été reconstruite dans la partie ouest de l'île. Le sable la recouvrira certainement un jour. En attendant, Jerry dirige la station de recherche scientifique et accueille les chercheurs. Les autres maisons de l'île ont été abandonnées, offertes à la voracité des dunes. Dans les années 50, les radars ont fait leur apparition. Les nouveaux instruments ont amélioré la navigation et le nombre d'accidents a commencé à diminuer. La station des sauveteurs a donc officiellement fermé au début des années 1960-1961, je crois. Le dernier grand naufrage a eu lieu en 1947. Il devenait donc de plus en plus difficile de justifier la présence de sauveteurs. Et donc aujourd'hui, l'île est devenue une station météorologique. C'est son activité principale. Le cimetière de l'Atlantique est un jardin fleuri où la brume se lève sur des créatures qui n'ont rien de terrifiantes. L'île de Sable abrite la plus incroyable colonie de chevaux sauvages de la planète. Certainement l'une des toutes dernières. Introduits sur l'île à la fin du XVIIIe siècle, les chevaux sont rapidement retournés à l'état sauvage, résistant de façon exceptionnelle aux neiges hivernales et aux tempêtes dévastatrices. « 300 chevaux et seulement 2 personnes vivent à l'année sur Sable, Jerry et Zoé. Avec Jerry, le visiteur pénètre dans l'île. En rencontrant Zoé, il aura le sentiment très fort de cueillir ici quelque chose d'essentiel. L'une des premières choses que je regarde à la naissance du poulain, c'est son sexe et les marques blanches qu'il peut avoir, et qui vont m'aider à savoir qui il est. Celui-ci a une tache blanche sur sa patte arrière gauche, ce qui me sera très utile dans le futur pour le reconnaître. Zoé vit sur Sable depuis plus de 30 ans. Sa vie est un film, un roman que certains ont cherché à écrire. Zoé ne se résume pas, mais elle accepte d'être accompagnée ce matin, à quelques pas de distance. Le troupeau qu'elle observe vient d'accueillir plusieurs poulains en 3 jours. Tous les jours, je sors et j'apprends de nouvelles choses. Parfois presque rien, parfois quelque chose de vraiment intéressant. J'apprends tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, je note quelle sorte de végétation ces chevaux choisissent de manger. Cette jument ne broute pas d'herbe de la plage, mais des sortes de pois, un légume comme l'alfalfa et qui contient énormément de protéines. Et le poulain, juste après sa naissance, fait comme elle et commence à grignoter. Bon là, il dort, mais il commence très tôt. Ils ne sont même pas sevrés qu'il mordit déjà quelques plantes.
anything, bits of sticks and plants and whatnot. En l'absence de prédateurs, un sentiment de paix flotte dans l'air. Les chevaux partagent l'île avec d'innombrables habitants. « 300 000 phoques gris ont élu domicile à Sable. La chasse aux phoques a été interdite sur l'île il y a plus de 30 ans. Les voisins de Zoé sont donc de plus en plus nombreux. Mais ses amis, sa famille, sont loin sur le continent. Chacun sur une rive, voit l'autre vivre dans la brume. Ils me demandent si ceci ou cela ne me manque pas. Et moi, je leur demande si ça ne leur manque pas d'être dans un endroit comme l'île de Sable. C'est une chance unique d'être là. Et c'est dommage que la plupart des gens ne soient pas aussi heureux que moi, qui travaillent dans un tel endroit. La faune de l'île est extrêmement conditionnée par la mer. Ces phoques vont au large pour se nourrir de poissons, puis reviennent sur la plage. Lorsqu'ils mettent bas, ils laissent des matériaux, des empreintes. Ils défèquent sur la plage, quelquefois ils y meurent, et tous ces matériaux organiques sont recyclés dans la végétation. Cette même végétation que les chevaux vont manger pour subsister. Donc oui, bien sûr, les chevaux sont aussi dépendants de cet environnement marin. Ils sont même nourris par l'océan. Lorsque je me promène sur les plages de l'île, dans le cadre de mes observations, je vois des phoques tués par des requins, des baleines et des dauphins échoués, des phoques pris au piège des filets de pêche, des poubelles ou des dépôts en provenance des bateaux ou du continent. Tout est connecté. Toute la vie sur l'île est dictée par l'océan. À la station ou sur un chemin, Zoé fait le point avec Jerry sur toutes les découvertes de la semaine. Ses plus belles récoltes sont expédiées à Halifax, au Muséum d'histoire naturelle. Le colis est toujours adressé au même destinataire depuis plus de 20 ans. Andrew Webda, zoologiste en chef. Nous recevons régulièrement des spécimens de la part de Zoé. Zoé étudie l'île d'une façon continue. Et elle nous envoie des insectes, des ossements de morses, de baleines, de phoques, voire même de chevaux. En fait, elle utilise tout ce qui lui tombe sous la main pour faire ses paquets et emballer les précieux envois. Il peut s'agir de matériaux recyclés de la station, de matériaux retrouvés sur les plages. Là, il semble qu'il s'agisse de magnifiques rideaux. Regardons à l'intérieur. C'est bien emballé car il s'agit de spécimens très fragiles. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, je vois maintenant pourquoi ce collier était si lourd.
Il s'agit d'un spécimen irremplaçable. C'est un animal qui vivait sur l'île il y a 400 ou 500 ans. Il s'agit d'un mâle, un très très vieux mâle. On peut le dire grâce à la taille des dents et regardez comme elles sont usées. Il s'agit d'une très belle pièce à ajouter à notre collection. Dans les allées du muséum, l'inventaire est phénoménal. Une véritable arche de Zoé. Depuis 30 ans, Zoé collecte, analyse, inventorie et transmet à Andrew un nombre incalculable d'ossements, de tissus corporels, qui permettront de dessiner le patrimoine génétique des différentes espèces qui ont un jour vécu sur l'île de Sable. C'est la plus longue étude biologique menée sur les chevaux sauvages dans le monde entier. Elle ne travaille pas que pour elle-même. Elle recueille aussi des choses pour que des gens puissent étudier dans 150 ou 500 ans. Elle pense au futur. C'est une visionnaire. À 2 blocs de là, Dan Collins remonte patiemment la piste de la pièce de bois abandonnée sur la plage. Depuis son retour, il est plongé dans ses recherches, comme pour étirer à l'infini les quelques minutes qu'il a passées sur l'île de Sable. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'était tellement plus grand que ce que j'avais imaginé. Moi qui pensais que c'était qu'une île de 44 km, mais c'est une île très longue. Tandis que nous la survolions, elle n'en finissait pas. Depuis l'avion, j'essayais d'apercevoir des traces de l'ancienne station des sauveteurs ou des traces des épaves. Mais partout, il n'y avait que du sable. Le sable engloutit tout sur l'île. C'était tellement excitant d'avoir la chance de survoler puis de poser le pied sur cette île. J'ai tellement lu de livres sur elle, j'en ai même rêvé. C'était une expérience extraordinaire d'être enfin là-bas. En fouillant dans la réserve, Dan Collins a exhumé la première carte de sable, dessinée en 1766. Et il fait pour ses collègues une nouvelle visite de sable. Parfait, parfait. Ah, c'est magnifique. Aujourd'hui, la station principale est ici. La petite maison de Zoé est là et notre avion a atterri juste ici. Car l'ancien lac a disparu. Et la Nouvelle-Écosse est ici. Et les fonds se dénivellent vite. Oui, nous sommes juste au bord du plateau continental, près des profondeurs de l'océan. Ça s'est accentué à cause des glaciers. Le Gulf Stream pousse de ce côté, le Labrador, lui, pousse par là. Voilà le vrai secret de l'île. Sable existe grâce aux tempêtes. L'île devrait disparaître, glissant lentement dans les fonds, mais ce sont les tempêtes qui redéposent immanquablement le sable sur l'île. Ces mêmes vents et courants violents qui menacent les navigateurs maintiennent Sable en vie. L'île se recrée tous les jours. En déposant du sable, les vents et les courants protecteurs apportent également les débris, toujours plus nombreux, de la société moderne. Zoé a un œil exercé pour discerner dans ces ordures ce qui enrichira sa collection particulière. Ce sont des ballons gonflables. Ils arrivent sur les plages généralement tortillés avec des algues. Ils échouent ici
La plupart des ballons sont déchiquetés. Infatigable et bénévole, Zoé parcourt l'île de long en large. Elle rassemble toute sa collection à la station avant d'aller l'exposer 1 ou 2 fois par an sur le continent. Ce sont quelques-uns des ballons que j'ai ramassés. Je vais vous montrer un exemple de ce qui arrive sur la plage. Beaucoup d'entre eux viennent du nord-est des États-Unis. Quand on arrive à les identifier, on s'aperçoit que 80 à 90% de ces ballons proviennent des États-Unis. Cette boîte, par exemple, contient 2000 ballons. Il y a 10 ans, nous en récupérions 3000 par an. Aujourd'hui, on en trouve environ 7000. C'est comme si les parents célébraient les anniversaires de leurs enfants en polluant chaque année un peu plus le monde qu'ils leur lèguent. C'est une drôle d'idée, n'est-ce pas ? Si j'ai choisi de m'intéresser aux ballons, c'est parce que je fais souvent des exposés pour les enfants. Bien sûr, pour les enfants, c'est difficile de prendre des décisions à un niveau environnemental. Ils n'ont pas de véritable pouvoir de décision. Mais peut-être que ce genre de message les rendra capables de prendre leurs responsabilités et de faire la différence plus tard. À la croisée des vents et des courants, Sable n'est plus une station de sauvetage. Mieux, elle est devenue un centre d'alerte sur les pollutions qui menacent l'homme. Ici, l'air est assez propre. Nous devrions relever 100 de particules par centimètre cube dans l'atmosphère. Mais aujourd'hui, ça ne se voit pas, mais l'air est pollué et nous trouvons plus de 4000 particules par centimètre cube. Nous décelons aussi certains pesticides qui sont utilisés en Asie du Sud-Est. Nous l'avons récemment appris. Ces pesticides se diffusent dans l'océan Pacifique. Ensuite, ils passent par le détroit de Bering pour se retrouver dans la région arctique. Et ils descendent ensuite plus au sud. Avec la chaleur, ces produits chimiques s'évaporent dans l'air. Ça montre que les produits chimiques traversent le monde entier. Et c'est incroyable de le voir à cette échelle. On a été les premiers surpris. Avec Jerry et Zoé, la solitude et l'isolement prennent un visage inattendu, loin, très loin de l'oubli du monde. De Sable, ils ont fait un phare qui éclaire bien au-delà de l'île.